Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui pour cette capsule-là, c'est le passage où elle est sur le bac juste avant qu'elle rencontre justement l'amant chinois. Puis il y a une grande importance qui est accordée dans ce passage-là à la description de ses vêtements, d'où viennent ses vêtements, de la particularité de ses vêtements, plein d'images comme ça et d'objets qui vont avoir une signification particulière. Donc, on va s'attarder sur ce passage-là. Je préfère faire un passage à la fois, comme ça je trouve que c'est plus facile pour vous, pour pouvoir revenir en arrière, pour voir mes capsules, si vous voulez. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, écrivez-moi. Il y a des choses qui, pour moi, me paraissent souvent très, très claires. C'est pas nécessairement le cas pour vous. C'est ce que je dis toujours en classe, donc je dois dire la même chose maintenant aussi, mais n'hésitez pas si c'est pas clair, si vous pensez qu'il y a des choses que j'oublie, des choses qui vous semblent importantes à analyser, ben faites-le moi savoir. Alors, le passage que je vais vous lire, donc c'est celui où elle est sur le bac. Je l'ai dit, mais je vais le répéter juste pour que ça soit clair avant de lire l'extrait. Quand on parle du bac, c'est vraiment un bateau. Ça ressemble un peu à ce qu'on appelle au Québec là, un traversier qui fait traverser justement un fleuve, mais c'est vraiment comme un grand bateau avec un fond très, très plat. Et les voitures peuvent aller sur le bateau. Donc, c'est pour ça qu'elle sort du car. Donc, le car, un autobus, si on veut, quand elle est sur le bac, elle peut le faire. Donc, elle n'est pas à l'extérieur du bateau. Du bac, elle est sur le bac et elle voyage en autocar. Je ne sais pas si c'est clair parce que c'est pas un moyen de transport qu'on utilise pour aller au cégep en général. Donc, je vais vous lire l'extrait au complet, puis après, je vais revenir en détail. Je descends toujours du car quand on arrive sur le bac. La nuit aussi, parce que toujours j'ai peur. J'ai peur que les câbles cèdent, que nous soyons emportés vers la mer. Dans le courant terrible, je regarde le dernier moment de ma vie. Le courant est si fort, il emporterait tout. Tout aussi bien des pierres, une cathédrale, une ville. Et il y a une tempête qui souffle à l'intérieur des eaux du fleuve, du vent qui se débat. Donc, je vais arrêter ici. Je vous ai dit que je lirai au complet, mais j'ai menti. Je vais juste lire un petit extrait, puis je l'analyse ici. Je trouve que c'est vraiment très symbolique, ce passage-là. Elle est sur le bac. Elle a toujours une crainte, comme si elle sentait que quelque chose d'important, de grave, allait ou de bouleversant allait arriver. Puis quand elle regarde l'eau, elle dit il y a une tempête qui souffle à l'intérieur des eaux du fleuve, du vent qui se débat. On a l'impression que c'est d'une certaine façon une métaphore de ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Elle a 15 ans et demi, donc c'est l'adolescence, elle a une envie de s'affranchir de sa famille, de se libérer un peu. Elle est entre deux mondes, le monde de l'enfance, le monde adulte. Évidemment, comme bien des adolescents. Et ici, quand elle a peur de ce courant terrible, ben, c'est un peu comme une prémonition parce que ce qu'elle va vivre avec l'amant, c'est vraiment justement un courant terrible, quelque chose de très très fort qui va être le désir, l'amour. Elle va se rendre compte plus tard que finalement c'était peut-être de l'amour parce qu'elle va vivre, c'est vraiment une tempête en elle qui va bouleverser complètement sa vie. C'est la rencontre avec l'amant qui va lui permettre de se libérer de sa famille, de comprendre ce qu'elle veut faire dans la vie, écrire. Les choses vont devenir plus claires à partir de ce moment-là. C'est vraiment une cassure dans sa vie, un point tournant, positif ou négatif, peu importe, mais c'est vraiment quelque chose qui va la marquer. Donc, je continue après. Ici, vous allez voir dans la description des vêtements, il y a vraiment des choses où on va voir la négligence de la part de la mère. Je porte une robe de soie naturelle. Elle est usée, presque transparente. Avant, elle a été une robe de ma mère. Un jour, elle ne l'a plus mise parce qu'elle la trouvait trop claire. Elle me l'a donnée. Cette robe est sans manches, très décolletée. Elle est de ce bistre que prend la soie naturelle à l'usage. C'est une robe dont je me souviens. Je trouve qu'elle me va bien. J'ai mis une ceinture de cuir à la taille, peut-être une ceinture de mes frères. Donc, j'arrête juste ici. Donc, on parle de la robe. Une robe de soie naturelle, elle est usée, presque transparente. Donc, tout de suite, avec cet élément-là, on comprend la pauvreté. Elle doit porter de vieux vêtements qui sont usés. Et il faut se rappeler qu'elle a 15 ans et demi et que là, elle se promène avec une robe qui est presque transparente. Donc, ça va susciter le regard des hommes. Je ne suis pas en train de dire que c'est correct que ça soit ça, mais c'est le cas ici. Et ce qui est très important, c'est qu'avant, elle a été une robe de ma mère. Un jour, elle ne l'a plus mise parce qu'elle la trouvait trop claire. Donc là, ici, c'est là où on voit un peu la négligence de la mère. C'est que la mère se dit « Ah, la robe, elle est trop claire pour moi, je ne peux plus la porter parce que
ça serait indécent, on voit au travers et tout ça, mais je la donner à ma petite fille de 15 ans et demi qui attire déjà le regard des hommes. Donc, c'est d'une certaine façon un peu comme si sa mère lui donnait la permission d'aller vers les hommes ou comme si sa mère savait que la fille pourrait rapporter de l'argent par les hommes aussi. Donc, par ce geste-là, la mère permet la séduction ou lui passe le flambeau en lui disant un peu, bon, c'est toi maintenant qui dois être une femme et rapporter de l'argent. Ici, c'est clair, là, sa mère n'était pas une prostituée, c'est pas ce que je suis en train de dire. Sa mère, est-ce qu'elle était consciente ou non de la situation? Probablement pas, puisqu'on laisse comprendre tout au long du texte que sa mère était plutôt folle, folle dans un sens évidemment médical aussi. Donc, elle était peut-être pas toujours consciente de ce qu'elle faisait. Mais là, la fille de 15 ans et demi donc, se retrouve avec une robe qui va attirer le regard autant par la pauvreté que par le côté un peu scandaleux, indécent, puisqu'elle est décolletée. Elle n'a pas de manche, donc étant donné aussi que dans ce cas-ci, la petite est une des rares blanches à se trouver sur le bac, mais c'est sûr que tout le monde la remarque, hein, elle est visible. Donc, je continue après. Ici, elle va parler de la ceinture qu'elle porte. Donc, c'est une robe dont je me souviens, je trouve qu'elle me va bien. J'ai mis une ceinture de cuir à la taille, peut-être une ceinture de mes frères. Ici, vous voyez le peut-être. Encore une fois, ça laisse entendre qu'elle n'est pas tout à fait certaine puis qu'elle est en train de faire un travail de reconstitution de la mémoire pour essayer de comprendre comment elle s'habillait, comment elle était pour recréer l'image qui n'a pas été prise. Dans cette image-là, la photo qui aurait dû être prise, elle est en train de la recréer elle-même au moment où elle nous écrit. Donc, c'est de là que vient le peut-être. Donc, ici, quand on dit une ceinture de cuir à la taille, une ceinture de mes frères, on peut y voir un côté symbolique aussi. On va le voir un peu plus tard, mais dans le texte, Marguerite la petite plutôt, entretient un rapport assez ambigu avec ses deux frères. Donc, avec le petit frère, on sent un attachement des fois presque amoureux. On en parle un peu plus tard. Avec son frère aîné, elle a une inquiétude par rapport à lui aussi, puisqu'elle sait qu'il peut être violent. On sent qu'elle a une crainte de lui aussi. Et le fait qu'elle porte une ceinture qui appartient à ses frères, c'est un peu comme si elle portait justement toujours ses frères sur elle, symboliquement, et que tout ce qu'elle va faire, elle va toujours avoir en tête ses frères. Donc, soit la peur du frère aîné, ou soit l'amour qu'elle a pour son petit frère. Puis, les gestes qu'elle va poser, autant en allant vers l'amant, pour gagner de l'argent aussi, parce que c'est une question qui est très présente, la question de l'argent, mais elle a toujours en tête la présence de ses frères. Donc, c'est comme s'il était toujours présent sur elle, un poids sur elle aussi. On peut le voir comme ça. Je ne me souviens pas des chaussures que je portais ces années-là, mais seulement de certaines robes. Donc là, elle dit qu'elle ne se rappelle plus des chaussures. La plupart du temps, je suis pieds nus en sandales de toile. Je parle du temps qui a précédé le collège de Saigon. À partir de là, bien sûr, j'ai toujours mis des chaussures. Ce jour-là, je dois porter cette fameuse paire de talons hauts en laméar. Donc là, ici, c'est vraiment un détail qui paraît vraiment incongru. Elle a 15 ans et demi, elle rentre à la pension sur un bac, dans un autocar avec plein de gens qu'elle ne connaît pas. Elle se promène avec des chaussures à talons hauts en laméar. Donc des chaussures faites pour les balles, les sorties chic, pour se promener comme ça dans la ville. Puis juste avant, elle dit qu'elle ne se rappelle plus des chaussures qu'elle portait, mais des robes. Mais là, tranquillement, en parlant, en l'écrivant, elle va se rappeler de ces chaussures-là. Donc, les chaussures en laméar, je ne vois rien d'autre que je pourrais porter ce jour-là. Alors, je les porte. Donc, vous voyez ici, encore une fois, cette idée-là de reconstituer tranquillement toutes les pièces du casse-tête. Hein. Elle se dit, bon, je me rappelle des chaussures laméar, je portais plus mes petites chaussures d'enfance, donc ça doit être celle-là que je porte. Il n'y a pas d'autres possibilités. Donc, c'est par la déduction, par la logique qu'elle va finir de dresser le portrait. Donc, je ne vois rien d'autre que je pourrais porter ce jour-là. Alors, je les porte. Soldes soldés que ma mère m'a achetés. Ça revient toujours, les soldes soldés, hein, cette idée-là encore qu'ils sont tellement pauvres que les seules choses qu'elle peut avoir sont soit des vêtements usés par sa mère qu'elle va récupérer ou des vêtements qui sont vraiment en solde mais qui ne sont pas nécessairement appropriés, si on veut, pour elle. Je porte ces laméars pour aller au lycée. Je vais au lycée en chaussures du soir ornées de petits motifs en strass. C'est ma volonté.
Je ne me supporte qu'avec cette paire de chaussures-là. Et encore maintenant, je me veux comme ça. Ces talons hauts sont les premiers de ma vie. Ils sont beaux. Ils ont éclipsé toutes les chaussures qui les ont précédés. Celles pour courir et jouer, plates de toile blanche. Donc là, ici, d'un point de vue symbolique, évidemment, les chaussures de toile blanche qui sont plates, c'est les chaussures qui sont associées vraiment au jeu d'enfant, à l'innocence, vraiment à la petite enfance. Et là, ici, les chaussures à talons hauts, c'est même pas associé à l'adolescence, c'est associé au monde adulte, au monde de la séduction. Aussi, il y a vraiment comme, c'est un peu comme s'il n'y avait pas de transition entre l'enfance ici et le monde adulte. Là, on passe d'un à l'autre complètement. Ce ne sont pas les chaussures qui font ce qu'il y a d'insolite, d'inouï ce jour-là dans la tenue de la petite. Ce qu'il y a ce jour-là, c'est que la petite porte sur la tête un chapeau d'homme au bord plat, un feutre souple couleur bois de rose au large ruban noir. L'ambiguïté déterminante de l'image, elle est dans ce chapeau. Donc ça, c'est le petit passage après que je vous avais lu là, dans la dernière capsule. Donc là, vraiment, elle est habillée d'une façon très, très insolite. C'est sûr que les gens vont la regarder parce qu'elle ressemble à personne d'autre. Elle porte des vêtements qui sont provocants parce qu'ils sont très, très féminins, donc surtout les chaussures. Et de l'autre côté, elle va porter un chapeau qui est associé aux hommes. Et ça va créer justement une sorte de contraste qui va attirer le regard. Je continue après, je vous relis ce que je vous avais lu dans la dernière capsule. Comment il était arrivé jusqu'à moi, je l'ai oublié. Je ne vois pas qui me l'aurait donné. Je crois que c'est ma mère qui me l'a acheté et sur ma demande. Seule certitude, c'était un solde soldé. Comment expliquer cet achat? Aucune femme, aucune jeune fille ne porte de feutre d'homme dans cette colonie à cette époque-là. Aucune femme indigène non plus. Voilà ce qui a dû arriver. C'est que j'ai essayé ce feutre pour rire, comme ça, que je me suis regardée dans le miroir du marchand et que j'ai vu, sous le chapeau d'homme, la minceur ingrate de la forme. Ce défaut de l'enfance est devenu autre chose. Elle a cessé d'être une donnée brutale, fatale de la nature. Elle est devenue tout à l'opposé, un choix contrariant de celle-ci, un choix de l'esprit. Soudain, voilà qu'on l'a voulu. Soudain, je me vois comme une autre serait vue au dehors, mise à la disposition de tous, mise à la disposition de tous les regards, mise dans la circulation des villes, des routes du désir. Je prends le chapeau, je ne m'en sépare plus. J'ai ce chapeau qui me fait tout entière à lui seul, je ne le quitte plus. Pour les chaussures, ça a dû être un peu pareil, mais après le chapeau. Ils contredisent le chapeau, comme le chapeau contredit le corps chétif, donc ils sont bons pour moi. Je ne les quitte plus non plus. Je vais partout avec ces chaussures, ce chapeau dehors, par tous les temps, dans toutes les occasions, je vais dans la ville. Donc ici, on a l'impression un peu qu'elle va porter d'une certaine façon un uniforme qui va vraiment la distinguer des autres filles de son âge, qui va la distinguer aussi des indigènes, de tout le monde. Et quand on dit qu'il y a une ambiguïté dans le chapeau, c'est qu'il y a vraiment un contraste que je vous disais avec la féminité de ses vêtements, donc la robe qui est très féminine, les chaussures qui sont féminines, puis il y a le chapeau et la ceinture qui deviennent des éléments masculins. Et ça va attirer le regard, entre autres de l'amant, mais des autres hommes aussi, parce que le chapeau, puisqu'elle porte visiblement un chapeau d'homme, c'est un peu comme si d'une certaine façon elle disait de façon non explicite, je connais les hommes, j'ai un chapeau d'homme, est-ce que c'est un homme que j'ai connu qui me l'a donné? Donc c'est un peu comme si elle était en train de dire, je suis prête à rencontrer des hommes. Donc c'est ces signaux-là qui donnent un peu la façon dont elle est habillée. Un peu plus tard dans le roman, elle va dire aussi qu'elle porte du rouge à lèvres rouge, très très foncé, puis qu'elle va essayer de couvrir avec de la poudre ses taches de rousseur, parce que les taches de rousseur, elle les aime pas. Pourquoi? Parce que ça s'associe à l'enfance, à l'innocence. On a l'impression qu'elle veut complètement basculer de l'autre côté, puis aller dans le monde adulte tout de suite, pour qu'il n'y ait pas du tout de transition entre les deux. Un peu plus loin dans le roman, elle va aussi parler de la réaction de sa mère quand sa mère voit comment sa fille est habillée. Puis on va comprendre par la réaction de sa mère que la mère est un peu inconsciente en fait des dangers qui guettent sa fille et qu'elle est par contre consciente du pouvoir de séduction de sa fille qui pourrait rapporter de l'argent. Donc je vais vous lire l'extrait. Quand ma mère retrouve l'air, qu'elle sort du désespoir, elle découvre le chapeau d'homme et les lamés or. Elle me demande ce que c'est. Je dis que c'est rien. Elle me regarde, ça lui plaît, elle sourit. C'est pas mal, elle dit, ça ne te va pas mal, ça change. Elle me demande si c'est elle qui les a achetés.
Elle sait que c'est elle. Donc, vous voyez, la mère elle-même ne se rappelle plus si elle a acheté les vêtements de la fille, les chaussures, le chapeau et tout ça, parce que sa mère, elle est tellement dans des états seconds parfois qu'elle ne se rend pas compte du tout de ce qu'elle fait, elle perd la mémoire aussi après. Elle sait qu'elle en est capable, que certaines fois, ces fois-là que je disais, on lui soutire tout ce qu'on veut, qu'elle ne peut rien contre nous. Je lui dis, c'est pas cher du tout, ne t'en fais pas. Elle demande où c'était. Je dis que c'était rue Catina, des soldes soldés. Elle me regarde avec sympathie. Donc ici, la petite, au lieu de rassurer sa mère quand elle la regarde un peu, comment elle est habillée, tout ça, elle lui dit pas, t'inquiète pas, bon, je vais pas voir les hommes ou ils me regardent pas. Elle va dire, t'inquiète pas, ça coûtait pas cher. Donc on voit que, en fait, l'argent est au cœur de la vie des personnages ici. Quand je parle d'argent, en fait, c'est la pauvreté, c'est le manque d'argent, mais je pense que les gens pauvres, justement, pensent encore plus à l'argent que les gens riches parce qu'ils manquent d'argent, c'est au cœur de toutes leurs préoccupations. Elle me regarde avec sympathie. Elle doit trouver que c'est un signe réconfortant, cette imagination de la petite, d'inventer, de s'habiller de cette façon. Non seulement elle admet cette pitrerie, donc c'est complètement ridicule, cette inconvenance, donc c'est inconvenant, ça veut dire que c'est déplacé qu'elle soit habillée comme ça, qu'elle va attirer le regard des hommes, puis je le répète, le fait qu'elle soit blanche dans cette colonie-là, ça fait que déjà tout le monde la remarque, surtout qu'elle est très très souvent mêlée aux gens de la place, aux indigènes. Donc, non seulement elle admet cette pitrerie, cette inconvenance, elle, rangée comme une veuve, vêtue de grisaille comme une défroquée. Comme une défroquée, ici, ce serait une sœur qui aurait abandonné la froque, donc l'habit religieux, mais qui continuerait à avoir un côté très strict, très pudique. Donc, non seulement elle accepte ça, mais cette inconvenance lui plaît. Le lien avec la misère est là aussi dans le chapeau d'homme, car il faudra bien que l'argent arrive dans la maison. D'une façon ou d'une autre, il le faudra. Donc là, ici, c'est assez clair que le fait que la mère accepte que la petite se promène habillée de cette façon-là, d'une façon provocante, c'est parce qu'elle accepte que c'est peut-être de cette façon-là que l'argent va venir dans la famille, parce qu'elle perd toute autre forme d'espoir. Donc, car il faudra bien que l'argent arrive dans la maison, d'une façon ou d'une autre, il le faudra. Autour d'elle, c'est les déserts. Les fils, c'est les déserts. Ils feront rien. Les terres salées aussi, l'argent restera perdu, c'est bien fini. Reste cette petite-là, qui grandit et qui, elle, saura peut-être un jour comment on fait venir l'argent dans cette maison. C'est pour cette raison, elle ne le sait pas, que la mère permet à son enfant de sortir dans cette tenue d'enfant prostituée. Ici, vous voyez, on n'utilise pas d'euphémisme, on n'essaie pas d'atténuer les choses. La petite se promène habillée comme une prostituée. Elle agit de façon à ce que les hommes la regardent et sa mère l'accepte parce que sa mère sait que c'est comme ça que l'argent pourra venir. Et pour cela aussi que l'enfant sait bien y faire déjà, pour détourner l'attention qu'on lui porte à elle vers celle qu'elle porte à l'argent. Ça fait sourire la mère. Donc, vous remarquerez aussi dans le texte que très souvent, quand la petite et la mère discutent, ils vont parler d'argent aussi. Quand la petite parle à sa mère de l'amant, elle va toujours lui dire « Non, mais t'inquiète pas, c'est juste pour l'argent que je le vois. » Puis la mère accepte qu'elle le voit pour l'argent. On va le voir plus tard aussi là, dans une scène assez violente quand sa mère va la frapper. Sa mère veut qu'elle attire l'argent et les hommes, mais elle ne veut pas que sa fille ait des relations sexuelles avec les hommes. Donc, la petite se retrouve dans une situation très compliquée à gérer. Elle veut plaire à sa mère, ramener de l'argent. Elle a ses propres désirs aussi. Donc, c'est vraiment un tissu d'ambiguïté, en fait, dans le roman. Puis c'est ce qui fait que le roman est un défi à lire. Je ne vous le cacherai pas, c'est pas le roman le plus facile à lire, mais il est riche, il est très, très intéressant justement parce qu'il y a plein d'interprétations possibles. On peut toujours aller chercher une plus grande profondeur dans notre lecture, même si je me doute bien que pour la plupart, vous n'allez pas lire 2-3 fois. Donc, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Avant de terminer, je voudrais juste remercier la personne qui fait le montage de mes vidéos. Donc, c'est mon garçon, Noam Bigot, et il a une chaîne YouTube aussi. Donc, c'est pour ça qu'il arrive à m'aider à faire les montages. Donc, si jamais vous avez envie de vous divertir durant cette période de confinement, il a une chaîne vidéo où il fait de la batterie. Donc, il reprend des chansons à la batterie. Donc, si jamais vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil pour l'encourager,
ah, il fait ça gratuitement pour moi, donc je lui fais de la publicité gratuite, mais vous pouvez aller jeter un coup d'œil à ce qu'il fait, il sera très content. Mais évidemment, c'est pas une obligation. Donc, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous êtes en santé, que vous allez bien, puis n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions à me poser. À bientôt!